L'atelier des Lauves est un lieu où souffle encore l'esprit de Cézanne. C'est ici qu'il a passé les dernières années de sa vie, dans cette maison qu'il a fait construire sur les hauteurs d'Aix. Dans ce lieu de vie et de création, les objets de son quotidien sont là. Tout ce qui l'entourait, tous les outils de son art, les objets et les images qui l'inspiraient, les chevalets qui accueillaient ses tableaux, les petites mises en scène de nature morte, tout est là, figé dans le temps, suspendu. Cézanne, l'écorché vif, sauvage mais généreux, passait tout son temps en reclus dans son atelier et n'en ouvrait les portes qu'à ses rares amis très proches ou à sa gouvernante, Madame Brémond. Il dormait dans sa maison de la rue Boulgon, son pied-à-terre du centre d'Aix-en-Provence, mais on peut dire qu'il vivait dans cet atelier, ce lieu à la fois secret et plein d'humilité. Je suis une vieille bête. Ma méthode, c'est d'aimer le travail, disait Cézanne. Il semble qu'il soit sur le point d'arriver, de pousser la porte et de se mettre au travail sans tarder, avant que la lumière ne soit trop intense. Pour lui, pour qu'une séance de peinture soit bonne, il fallait que le temps soit gris clair. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard si les murs de cet atelier aujourd'hui sont de cette couleur-là. Ça, c'est le gris de Cézanne. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a voulu. Après être venu dans son atelier avant que cette couleur ne soit posée, les murs étaient blancs de plâtre. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que les arbres, avec leur feuillage, renvoyaient des reflets verts sur les objets qu'il avait commencé à installer à l'intérieur de cet atelier dès le mois de septembre 1901. Et là, un grand doute, une grande colère, il va décider de tout quitter, de tout abandonner. La nuit va probablement lui porter conseil. Il se rappelle que pour une séance de peinture soit bonne en extérieur, il fallait que le temps soit gris clair. Et c'est ce gris qu'il va reproduire sur les murs de l'atelier. C'est si bon et si terrible de s'installer devant une toile vide. Il y a des mois de travail dessus, des pleurs, des rires, des grincements de dents. On croit qu'un sucrier n'a pas une physionomie, une âme, mais ça change tous les jours aussi. Il faut savoir les prendre, les amadouer, ces messieurs-là. Ces verres, ces assiettes, ça se parle entre eux. Des confidences interminables. Les fleurs, j'y ai renoncé, elles se fanent tout de suite. Les fruits sont les plus fidèles. Ils aiment qu'on fasse leur portrait. Ils sont là comme à vous demander pardon de se décolorer. Leur idée exhale avec leur parfum. Ils viennent à vous dans toutes leurs odeurs, vous parlent des champs qu'ils ont quittés, de la pluie qui les a nourris, des aurores qu'ils épiaient. En cernant de touches pulpeuses la peau d'une belle pêche, la mélancolie d'une vieille pomme, j'entrevois dans les reflets qu'elles échangent la même ombre tiède de renoncement, le même amour de soleil, le même souvenir de rosée. Et Cézanne, qui a passé pour un révolutionnaire, une espèce d'anarchiste, qu'on a traité des pires mots, était l'homme le plus méthodique, le plus classique dans sa forme d'esprit. Il avait 3 disciplines, disait-il. Il prenait un tube le matin. Après quoi, il allait à la messe. Après quoi, il rentrait chez lui et faisait dessiner l'écorché de Michel-Ange. Il y avait au moins 200 ou 300 écorchés de Michel-Ange dans l'atelier. Il y en avait au crayon, il y en avait au comté, il y en avait à la sépia, il y en avait à la sanguine, il y en avait à l'huile, il y en avait de toutes les façons. Il disait, alors là, je suis d'aplomb. Je suis d'aplomb dans mon corps, je suis d'aplomb dans ma pensée et d'aplomb dans mon art. Écoutez un peu, parce que c'est écorché, c'est quelque chose. Cette maison est typiquement ce que l'on appelle en Provence un bastidon, c'est-à-dire une petite bastide qui, à l'origine, était prévue pour abriter non seulement l'homme, mais l'artiste, indissociable.
Mais Cézanne, qui travaillait ici dans le plus grand des désordres, il y en avait partout au sol, des toiles qui jonchaient le parquet, des tubes écrasés, des palettes, ces besaces, un vieux morceau de sandwich qui traînait sur un coin de table, peut-être prétexte d'une nature morte. Et donc Cézanne, qui avait un rythme quasi monacal, se levait très tôt le matin, quittait son appartement de la rue Boulégon aux alentours de 5h, 5h30, venait ici, travaillait à l'intérieur de l'atelier en gros jusqu'à 11h du matin, puis ensuite redescendait déjeuner dans son appartement de la rue Boulégon où sa gouvernante, Madame Brémond, avait dû lui préparer quelques bonnes spécialités provençales, et puis l'après-midi, c'est son cocher, toujours le même, qui l'accompagnait sur les chemins de Sainte-Victoire, sur la route du Tolonnais, pour le rapprocher du plateau de Bibémus ou du Château Noir. Cet atelier est géographiquement installé sur une colline que Cézanne connaissait très bien. Lorsqu'il était jeune, il arpentait avec son ami Émile Zola tous les chemins autour d'Aix-en-Provence, et notamment ceux qui permettaient d'avoir un point de vue sur la montagne Sainte-Victoire. Et ici, nous sommes à mi-pente de la colline qui s'appelle la colline des Loves. Et au sommet de cette colline, Cézanne sait qu'il y a un point de vue exceptionnel sur la montagne Sainte-Victoire. Et lorsqu'il décide de s'installer ici, ça n'est pas par hasard. Il sait qu'à 2 kilomètres au nord de l'atelier, il a cette vision sur son motif de prédilection où Sainte-Victoire apparaît très éloignée, presque comme une île, comme un iceberg. Cézanne voulait fixer par la peinture les chemins et les paysages parcourus pendant son enfance. Il y reviendra sans cesse, comme devant cette masse reproduite obstinément, la Sainte Victoire. Il déclarait alors à son ami Joachim Gasquet « Longtemps je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, tandis que tenez, regardez, elle est convexe, elle s'évapore, se fluidise, elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. » Cézanne, enfin pour moi, est profondément provençal. Il est né à Aix, il a vécu à Aix depuis sa tendre enfance. Avec ses copains, il parcourait la campagne. Donc en fait, toute sa vie d'artiste est une seconde version de tout ce qu'il a fait pendant toute sa jeunesse. Paul Cézanne est le fils de Marie-Élisabeth et Louis-Auguste Cézanne, fondateur de la banque Cézanne et Cabassol. Louis-Auguste acquiert la propriété centenaire du Jas de Bouffan en 1859 pour 80 000 francs. Paul Cézanne a alors 20 ans. Son père lui a ordonné d'entrer à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, mais le jeune Cézanne préfère suivre les cours de l'école de dessin. Il veut consacrer sa vie à la peinture, et c'est ici, au Jas de Bouffan, une grande bâtisse avec une ferme située dans la campagne aixoise, qu'il trouvera ses premiers espaces et ses premiers motifs pour travailler. Ce domaine n'appartient plus à la famille Cézanne, il est aujourd'hui propriété de la ville d'Aix-en-Provence et attend patiemment les travaux de rénovation qui lui rendront sa splendeur d'antan. Bien que vide, ce Jas de Bouffan, ce qui en provençal veut dire bergerie du vent, est un lieu à la densité rare qui abrite encore les souvenirs des conversations familiales, parfois tendres, souvent animées. Déjà, j'ai l'impression d'être chez moi, ce qui est anormal, mais néanmoins, je me sens vraiment complètement à l'aise dans ce lieu. J'ai l'impression que je vais rencontrer mon arrière-grand-père au détour d'une pièce ou derrière un arbre, donc c'est assez amusant. Cette bastide était un lieu de vivre, parce que le plancher est vraiment un plancher très simple, c'est pas un plancher de chêne, c'est pas un plancher avec un bois de qualité, c'est tout simple. Et c'est un peu pour ça que Louis-Auguste a permis à son fils de venir
se dépenser sur les murs de cette grande pièce. Et donc pendant plus de 12 ans, Paul Cézanne a pu avoir cet atelier extraordinaire, peignant sur tous les murs. Alors, le premier endroit qu'il a envahi finalement avec sa peinture, c'est cette alcôve où il a peint les 4 saisons qui se trouvaient sur les 4 panneaux de cette alcôve, printemps, automne, été, hiver. Et au centre, il avait le portrait de son père Louis-Auguste avec une casquette en train de lire un journal. C'était déjà un peu dans le même esprit que le portrait qu'il a fait de lui après. Il a les jambes croisées. Puis ensuite, sur ce côté de mur, il a peint un énorme paysage avec un homme nu de dos, ce qui était assez impressionnant. Puis une Marie-Madeleine pénitente accompagnée d'un Christ au limbe. Et il avait aussi son chevalet, et c'est là qu'il a pu peindre ses sœurs, sa mère, le portrait de Louis-Auguste, tous les portraits de son oncle Dominique. Enfin, tous les amis d'enfance de Cézanne ont été portraiturés dans cet endroit. Comme l'écrit Émile Zola, son ami d'enfance, Cézanne le banquier ne voit pas sans frémir derrière son comptoir naître un peintre à venir. Zola, qui pressent le talent du peintre et qui lui dit en 1860 « Tu dois contenter ton père en faisant ton droit le plus assidûment possible, mais tu dois aussi travailler le dessin fort et ferme. » Ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est qu'au départ, quand ils ont 12 ans, 13 ans et qu'ils se rencontrent, Zola veut devenir peintre et Cézanne veut devenir poète. Et puis, l'âge venant, quand ils ont 17-18 ans, Cézanne commence à prendre des cours de peinture à Aix. Et puis, Zola retourne à Paris avec sa mère. Il est donc très pauvre. Sa mère ne trouve pas de travail de couturière qui l'a fait vivre à Aix, alors qu'à Paris, il y a quand même plus de dames élégantes qui font faire des robes. Et donc Zola quitte Aix, et il y a une correspondance évidemment magnifique entre eux, qui est publiée et qui est passionnante, où il y a vraiment un manque, comme les amis de l'adolescence, où aujourd'hui on se téléphone 15 fois par jour et on s'envoie des SMS. Ils s'écrivaient des lettres tous les jours. Zola préparait l'arrivée de Cézanne à Paris. Lui faisait des comptes: tu dépenseras tant, il te faut tant, ta chambre, ton tabac, ta blanchisserie. Enfin, c'est très amusant de lire ça parce que c'est très dans le quotidien et dans la vraie vie. Et en effet, Cézanne va finir par venir le rejoindre avec la permission de son père et une toute petite pension. Et va s'installer à Paris et commencer à suivre les cours chez monsieur qui s'appelait Suisse, qui est un des cours de peinture plutôt bon marché, mais où il y a quand même toute une bande de jeunes qui sont tous exposés ici aujourd'hui, mais qui à l'époque se cherchent. Cézanne, qui avait envahi le salon et parcouru tout le parc, n'avait toujours pas d'endroit où stocker ses nombreuses peintures. Son père profitera donc de la réfection du toit pour lui installer un petit atelier au dernier étage de la propriété avec une grande verrière qui avait le double de hauteur que celle que nous voyons aujourd'hui pour lui amener toute la lumière nécessaire. Car même s'il continue ses voyages à Paris, Cézanne a constamment besoin de venir se ressourcer à Aix, au Jas. Quand il se sentait pas bien, il se sentait agressé par les journalistes ou par les critiques, etc. Il venait se réfugier. C'était un lieu de peinture, c'était un lieu de vivre, c'était un cocon aussi. Et puis il retrouvait sa mère, pour laquelle il avait beaucoup d'affection, et donc par moments lui manquait. Cézanne avait un grand respect pour son père, et je pense que c'était des deux côtés, il y avait cette forme de respect. Mais il fallait, malgré tout, Louis-Auguste, c'était quand même le pater familias à l'ancienne. Ici, il était chez lui, ici, c'était le patron, tout lui appartenait, même le personnel, entre guillemets, et ce qui a créé quelques problèmes à Cézanne quand il a commencé
sa relation avec Hortense, et puis qu'il a eu ce fils en 1872, qu'il cachait à son père, parce que comme c'est son père qui lui fournissait l'argent pour vivre, il n'osait pas trop lui en parler. Et c'est comme ça qu'un jour, une lettre est arrivée à l'adresse de M. Paul Cézanne, artiste peintre. Et Louis-Auguste a quand même ouvert la lettre, parce que tout ce qui arrivait ici, c'était à lui, donc il n'y avait aucune raison qu'il ne regarde pas ce courrier. Ça a créé quelques petits problèmes. Mais heureusement pour Paul, à l'époque, Louis-Auguste avait une aventure avec une des bonnes de la maison, et donc c'était un échange de silence, et même pour le remercier, il lui a augmenté son avoir mensuel, et il lui a donné 300 francs, au lieu de lui en donner 150. Donc tout s'est bien passé finalement. Poussé par sa sœur Marie, qui veut régulariser la situation, Paul Cézanne épousera donc Hortense Fiquet en 1886, quelques mois avant la mort de Louis-Auguste, son père. C'est cette même année qu'Émile Zola publie son roman L'œuvre, où il met en scène un peintre maudit, un éternel mécontent que tourmente son incapacité à accoucher son propre génie, un créateur dont l'ambition est trop grande, qui veut inclure toute la nature dans une seule toile, et que cette tentative mène à la mort. Paul Cézanne s'y reconnaît et se fâche un temps avec Zola, dans une lettre où il le remercie pour l'envoi de l'œuvre. Et puis soudain, coup de théâtre extraordinaire, il y a un an, une lettre de l'année suivante a réapparu en vente chez Sotheby's, qui démontre que cette histoire de fâcherie après la publication de l'œuvre n'est absolument pas vraie, et qu'en fait ils ont continué à se voir et à s'écrire, que Cézanne a continué à lire les livres de son meilleur ami, et que voilà, petit à petit certainement la relation, en effet, comme je le disais, s'est estompée, mais qu'il n'y a pas eu de cassure comme tout le monde l'a pensé. Je pense que la relation avec Zola a été d'une telle intensité qu'elle était forcément un peu violente. Mais si vous voulez, je crois que dans la vie de tous les artistes, il y a un côté obsessionnel, bien sûr, mais je pense que chez Cézanne, la peinture a quand même pris le dessus sur le reste. Cézanne a connu une reconnaissance, je dirais même pas du succès, mais une reconnaissance très tard. Et jusqu'à la soixantaine, vraiment, il s'est senti complètement rejeté, et il l'était. Sa mère meurt en 1897. On raconte que Cézanne n'a pas voulu suivre le convoi funéraire, préférant partir seul en campagne pour peindre le motif, un paysage. Mais le chagrin qu'il a ressenti à cette disparition a été terriblement profond. À cette séparation douloureuse va s'ajouter une autre perte. En 1899, le Jas de Bouffan, cet endroit qui représente 40 ans de sa vie, doit être vendu. Hortense, qu'il a beaucoup peinte et sans doute moins aimée que la peinture, vit désormais à Paris. Paul, son fils, son soleil, s'occupe des relations avec les marchands. Et sa sœur Marie gère son patrimoine. Cézanne s'en accommode très bien, car lui, ce qu'il veut, c'est peindre, peindre sans relâche. Il loue un cabanon aux carrières du barrage et il y passe la plus grande partie de son temps. C'est là qu'il stocke ses toiles et conserve son matériel, ce qui lui évite de tout ramener quand les séances en plein air se succèdent. Les carrières du barrage, c'est le site de Bibémus, un paysage abandonné des hommes depuis des décennies. Cézanne y peindra entre 1895 et 1904 11 huiles et 16 aquarelles, une peinture plus radicale, plus simplifiée, plus essentielle. C'est lors de l'une de ses promenades quotidiennes que Cézanne va enfin trouver le lieu idéal.
Il achète 7000 mètres carrés de terrain agricole sur lequel se trouve une vieille ferme entourée d'oliviers centenaires. Il va faire démolir les restes de cette ferme et sur son emplacement construire d'après ses propres plans le bastidon qui se trouve là derrière nous. L'architecte Monsieur Mourgue, sachant que Cézanne était artiste, va vouloir y ajouter sa petite touche de fantaisie. Et lorsque Cézanne arrive un matin pour inspecter son chantier et voit sur cette façade des trompe-l'œil en faux bois, des mosaïques, enfin tout ce que l'Art Nouveau pouvait proposer à cette époque, il pique une colère noire et demande à ce qu'on enlève tout cela. C'est lui qui va payer les frais de démolition de la décoration pour qu'il ne reste que cette petite maison avec cette façade très sobre surmontée d'un petit fronton triangulaire dominant la ville d'Aix-en-Provence. Dans ce jardin, il y avait des oliviers centenaires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Cézanne a choisi de s'installer là. Et là, sur la terrasse où nous sommes, se trouvait un olivier. Et on voit que là où se trouvait le tronc de l'arbre, Cézanne a demandé à ses maçons non pas de continuer une ligne droite pour tracer la restanque, la terrasse, mais de faire une sorte de courbe qui vient protéger l'arbre et l'englober à l'intérieur de la terrasse. Alors Cézanne a toujours reconnu en cet arbre son ami, son confident. Et ceux qui sont venus rencontrer Cézanne dans cet atelier témoignent que lors de ces grands moments de doute, il venait là au pied de cet arbre et lui parlait. C'est un être vivant. Je l'aime comme un vieux camarade. Il sait toute ma vie et me donne d'excellents conseils, confiait Cézanne à son ami Joachim Gasquet. J'ai connu Cézanne, j'étais une toute jeune femme, l'année même de mon mariage, il y a 61 ans. Et si j'ai pour lui le culte que j'ai partagé, le culte qu'avait Joachim Gasquet, c'est parce que nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu souffrir, nous l'avons vu peiner sur ses toiles. Et si je peux dire, nous avons presque épelé son génie. Cézanne était en pleine possession de son art et en pleine possession de sa souffrance. C'était un persécuté. C'était une sorte de martyr. Il était arrivé à un degré de sensibilité tel, n'est-ce pas, que la moindre des choses le blessait, le faisait souffrir, le torturait, n'est-ce pas. Et Dieu sait si on en a abusé autour de lui. Il a été terriblement incompris, et cette incompréhension, il a encore grossi, n'est-ce pas. Il était arrivé vraiment à être un martyr, je ne vois pas d'autre mot. Je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant, aurait écrit Cézanne à Émile Bernard. Ce jeune peintre qui partagea l'intimité du maître à la fin de sa vie se souvient. C'est ainsi que je le vis peiner durant tout le mois que je fus à Aix, sur ce tableau des têtes de mort que je considère comme son testament. Ce tableau a changé de forme et de couleur presque chaque jour, et quand j'arrivais dans son atelier, on eût pu cependant le retirer du chevalet comme un ouvrage suffisant. Véritablement, son mode d'étude était une méditation, le pinceau à la main. Son dernier tableau est un portrait, celui de son jardinier Vallier, qu'il va vouloir terminer ici après avoir attrapé froid. Et dès le lendemain matin, malgré l'injonction de son docteur de ne pas sortir, Cézanne va reprendre le chemin de l'atelier comme à son habitude. Il reviendra de cette dernière sortie en campagne extrêmement affaibli et mourra 8 jours plus tard, le 22 octobre 1906, laissant à la postérité 950 tableaux et 600 aquarelles, sans compter toutes les toiles jetées ou déchirées.
C'est au bord de l'Arc que Joachim Gasquet se souvient d'avoir entendu un soir Cézanne réciter ce quatrain de Verlaine. Car dans ce monde léthargique, toujours en proie aux vieux remords, le seul rire encore logique est celui des têtes de mort. C'est là la vision d'un artiste proche de la fin de sa vie, mais qui évoque le souvenir d'une jeunesse aixoise, des longues virées dans la campagne et sur les berges de la petite rivière de l'Arc. Les moments de bonheur que sans cesse il aura voulu reproduire dans sa peinture lors de ses séances interminables sur le motif.